aussi leurs grands contrats internationaux. Et donc, on les aide sur les aspects administratifs, juridiques, financiers, tout ce qui, finalement, une fois que j'ai trouvé mon client ou une fois que j'ai trouvé un fournisseur à l'international, la question pour les entreprises, c'est comment je fais. Et maintenant, comment je dois m'y prendre pour gérer tous ces aspects-là, les questions de risque de change, etc. Donc, on intervient de trois manières. On intervient premièrement comme forme de conseil. Donc, les gens nous posent des questions très pointues sur des problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, l'idée, c'est de leur trouver la solution et de leur expliquer comment faire. La deuxième manière de travailler pour nous, c'est de dire on vient directement dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle du management de transition. On vient et on va résoudre pendant X mois ou X semaines votre problématique. On va former les gens pour qu'ils soient totalement autonomes par la suite. Et vous pourrez ensuite, une fois le problème résolu, vous pourrez vous débrouiller par vous-même. Et la troisième manière de travailler, c'est que les clients nous externalisent leurs opérations. C'est-à-dire qu'ils nous disent, je vous confie nos opérations d'importation-exportation, donc d'achat-vente à l'international, et vous vous débrouillez pour me faire, pour gérer mes crédits documentaires, pour gérer mon risque de change, pour me garantir la sécurité de mes paiements, etc., etc. Et donc, nous, on se charge de regarder les documents, les certificats sanitaires, enfin tout ce qui a trait à l'international. Et donc, on aide nos clients de cette manière-là. Voilà un peu grosso modo ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on va parler des financements, puisque c'est une question qui est récurrente. Et on a eu énormément de questions avant ce webinaire, des gens qui nous ont envoyé des questions. Et donc, ça va nous servir, je crois, un peu de fil conducteur pendant ce webinaire. On va reposer les questions qui nous ont posées, celles qui reviennent le plus fréquemment. Alors, j'ajoute pour me présenter que j'ai travaillé pendant des années et des années au sein du back-office international d'une des plus grandes banques, donc Société Générale, Crédit Lyonnais, même des banques étrangères, Banque Gujarat en Iran, Banco Santander en Espagne, CIC, etc., etc., HSBC, etc. Et donc, je me suis occupé pour les entreprises de leurs opérations import-export et donc de les aider sur tous ces aspects-là. Et donc, le financement et toutes ces opérations-là, c'est quelque chose que je connais et que je maîtrise. Donc, je pense que maintenant, Constance va peut-être nous présenter l'équipe. Bien sûr, l'équipe, elle est assez… Vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement, Constance. L'équipe, elle est éparpillée entre la France et l'Espagne. Par exemple, on a Félix qui est à Dinard en Bretagne, Maria qui est en Franche-Comté, Neila qui est à Lyon, Olivier qui est en Catalogne du Sud, Florent qui est en Catalogne du Nord, Damien qui est dans les Vosges et dans le nord de la France, et moi-même qui suis dans le Beaujolais. Donc, je vous laisse commencer. Voilà. Alors, une petite précision, Florent est en Catalogne du Nord, mais aussi à Paris. Donc, il a deux domiciles. Donc, il travaille entre les deux pays. Et moi, je m'occupe du reste de l'Espagne aussi, non seulement de la Catalogne Sud, mais du reste de l'Espagne. Donc voilà, oui, effectivement, on a comme ça une implantation qui est sur différents sites. Et on a été, pour parler du Covid et du télétravail, on n'a pas été pris au dépourvu de ce point de vue-là, puisque nous, on a l'habitude de travailler à distance. Vous imaginez bien que quand j'ai un client qui fait une opération à New York, je ne me déplace pas à New York ou je ne me déplace pas en Chine quand il va acheter de la marchandise. Donc, on a l'habitude de travailler à distance et de ce fait, le coronavirus ne nous a pas pris au dépourvu. Simplement, une petite baisse d'activité comme tout le monde, bien entendu, parce qu'il y a un certain nombre de clients qui sont dans une position attentiste. Voilà. Donc, je crois qu'on a un peu présenté l'équipe. Très bien. Alors, on va passer directement aux premières questions. Alors, la première question qui a été posée au préalable de ce webinaire, c'était pourquoi les relations avec les banquiers sont-elles devenues si difficiles?
Et pourquoi avons-nous l'impression de parler à un robot et plus qu'à un banquier lorsque on s'adresse à ces derniers? Oui, exactement. Donc moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé dans la banque, euh, on avait ce qu'on appelait des délégations de pouvoir. Donc la banque nous donnait le pouvoir, un pouvoir de décision pour accorder des crédits, pour accorder des couverts, enfin, etc. On avait une certaine latitude qui dépendait de notre expérience, de notre savoir-faire et bien entendu de notre poste. Donc, vous aviez des conseillers commerciaux qui avaient, je sais pas, des centaines de milliers, disons, d'équivalents euros à l'époque, puisque c'était les francs, de délégations de pouvoir. Ils n'avaient pas besoin d'en référer au-delà. Au-delà d'une certaine somme, ils avaient besoin d'une double signature, voire d'une triple signature. Ça dépendait des cas. Pareil pour les directeurs d'agence. Or, dans les années 90 et fin des années 90, les banques se sont énormément automatisées. On fait rentrer l'informatique à tout va et il y a une tendance dans les banques de croire que c'est le système informatique qui va permettre de tout gérer et surtout que avec l'informatique, on peut avoir des gens d'un niveau inférieur, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont moins qualifiés, mais l'informatique compensera leur manque de formation. Et donc, petit à petit, les anciens ont commencé à quitter la banque, ils sont partis à la retraite ou autre, et puis sont arrivés des jeunes de moins en moins qualifiés, mais au niveau des directions bancaires, ils pensaient qu'il suffisait de faire rentrer dans la machine des informations, et ensuite on avait une sorte d'algorithme. Au début, c'était des scorings qui vous disaient vous avez votre crédit ou pas, donc vous avez des points si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, selon le nombre d'années d'expérience professionnelle, si vous avez un CDI ou pas, enfin, etc. Et donc tout ça faisait que vous aviez des scorings, tant pour les particuliers que pour les entreprises, avec des choses parfois un peu bizarres, mais avant, on avait la possibilité de contrebalancer tout ça parce qu'on connaissait les entreprises, parce qu'on savait que même si l'entreprise ne répondait pas à tous les critères, on savait qu'elle avait un bon marché, qu'elle était sur un bon secteur, donc on pouvait argumenter. Aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, ce sont des algorithmes et demain matin, ça sera encore plus l'intelligence artificielle avec des décisions qui sont parfois surprenantes. Il y a encore 4 ou 5 mois, j'ai reçu un avertissement de ma banque parce que j'avais 1 centime d'euro de découvert. Vous voyez, c'est des choses automatiques. Enfin, c'est quasiment, ils m'ont déclaré la Troisième Guerre mondiale, ils m'ont envoyé un recommandé, ils m'ont 14 fois. Enfin, je dis, mais attendez, c'est 1 centime, quoi. C'est complètement fou. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas avec les êtres humains. Donc aujourd'hui, oui, vous avez affaire à des robots. Vous avez quelqu'un qui est très gentil, c'est votre conseiller commercial, votre conseiller bancaire. Vous avez votre directeur d'agence qui est aussi quelqu'un de très gentil, mais qui n'ont plus de pouvoir réellement. Enfin, très très peu gardent encore le pouvoir. Et donc, c'est très compliqué pour eux de vous suivre. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous leur demandez quelque chose, ils rentrent l'information dans l'ordinateur et ils reçoivent une réponse. Et à partir de là, il n'y a plus grand-chose à faire. Et donc ça, c'est ce qui vraiment pose un problème pour l'entreprise ou le particulier qui se retrouve finalement face à un mur et qui n'a plus rien de… Il n'y a plus personne pour discuter, il discute avec un ordinateur. Voilà, oui, c'est exactement ce que vous dites, Naïla, c'est les conseillers ou directeurs d'agence qui n'ont plus de délégation de pouvoir, c'est exactement ça. On est vraiment dans une situation où seules les très très grosses opérations de fusion-acquisition, etc., mais là on parle en centaines de millions, là oui, vous avez les meilleurs conseillers qui soient, vous avez des gens très très pointus qui vont regarder, mais il faut être sur des opérations très très grosses. La PME, elle a des difficultés. Et encore, nous sommes en France ou en Espagne, ou nous sommes encore dans les pays latins où il y a encore des relations humaines. En Angleterre, par exemple, moi j'avais un compte en Angleterre, quand j'allais à l'agence, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus que des machines. Et il n'y avait plus qu'une seule personne, un peu comme dans les supermarchés, si vous voulez, où vous avez les caisses automatiques, vous savez, où vous vous débrouillez vous-même, et puis il y a une seule personne si jamais il y a un problème.
c'était ça. Donc, il n'y avait plus de conseillers. Quand je voulais appeler un conseiller, je tombais sur un conseiller en Inde ou je ne sais plus où. Enfin, c'était absolument abominable. Et donc, à un moment donné, j'ai vraiment râlé pour obtenir un vrai conseiller anglais, etc., pour les opérations avec l'Angleterre. Mais c'est devenu extrêmement rare. Et aujourd'hui, avec l'histoire des taux d'intérêt négatifs, les banques sont en train de dégraisser à tout va. Et on aura de moins en moins de gens. Et on aura de plus en plus de systèmes automatisés. Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a reçu une question en message privé, c'est quelles sont les conséquences à long terme de cette situation? Quelles sont les conséquences à long terme? Eh bien, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que de plus en plus, vous faites vous-même des opérations par vous-même. Aujourd'hui, vous faites vos transferts, vous faites vos virements par vous-même, y compris vos virements à l'étranger. C'était des choses qu'avant, la banque faisait. Or, aujourd'hui, vous le faites. Donc, l'intérêt, c'est que c'est gratuit. Les virements SEPA à l'intérieur de l'Union européenne. Par contre, si vous faites un virement en dehors de l'Union européenne, vous allez payer alors que c'est vous qui faites tout le travail. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Il y a comme ça tout un tas d'opérations qu'aujourd'hui, la banque vous a déléguées. Donc, vous travaillez pour la banque, en fait. Ça s'accompagne, si vous voulez, de meilleures conditions. Donc, vous avez moins de dates de valeur, vous avez de la gratuité d'un certain nombre de services. Mais attention quand même à tout ça. La conséquence, je crois, c'est qu'on va être de plus en plus face à des banquiers qui sont de plus en plus déshumanisés par rapport à des besoins d'entreprise qui sont spécifiques et qui ont besoin d'accompagnement. Si vous regardez en Allemagne, il y a encore les grandes banques d'affaires, les banques familiales qui vous suivent toute votre vie, etc., toute la vie de l'entreprise et autres. Ça n'existe plus en France. Nous avons, comment dirais-je, des gens qui, dans les banques, pour des raisons, pour éviter le copinage ou autre, des directeurs d'agence ou même des conseillers qui sont multés tous les 2 ans ou 3 ans. En Espagne, c'est devenu un peu une sorte de, entre guillemets, de scandale avec la Caixa où ils bougent tous les 2 mois ou 3 mois, vous ne savez plus qui est votre conseiller. Moi, chez Sabadell, sur la dernière année, je crois que j'ai dû changer 5 ou 6 fois de conseiller aussi. C'est extrêmement compliqué. Il faut réexpliquer à chaque fois tout depuis le début. Ils n'ont pas conservé l'historique de vos demandes ni quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, ça devient de plus en plus compliqué. Et la crainte, c'est que finalement, les gens se détournent de plus en plus du banquier pour aller vers des financements alternatifs. C'est là que justement l'usine Export peut vous aider justement. Et je crois que de plus en plus, on arrive à ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un crédit qui vous est accordé par votre banquier, finalement, c'est que vous êtes le candidat idéal. Vous faites partie de ce tout petit pourcentage de candidats absolument idéal. Et donc, vous pouvez aller n'importe où pour renégocier un meilleur crédit ailleurs parce que le banquier est devenu tellement restrictif, tellement exigeant et c'est tellement inhumain que finalement, vous pouvez aller n'importe où. Si le banquier vous dit oui, c'est que vous aurez oui partout. Parfait. Alors, merci de cette réponse. On va passer à la question suivante. La question suivante, c'est pourquoi le quantitative easing n'a-t-il rien changé? Alors, le QE, donc pour Quantitative Easing, en fait, c'est quoi? C'est la Banque Centrale Européenne qui a envoyé des flux d'argent phénoménaux. On parle de 40 milliards par mois, donc c'est à peu près 500 milliards par an. C'est pratiquement, on fait tourner la planche à billets. Hein, et donc, on a donné aux banques, soi-disant, pour relancer l'économie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types d'économies. Il y a l'économie réelle, ce sont les usines, ce sont les entreprises, etc. Et puis, il y a l'économie virtuelle, c'est la bourse, c'est tous ces montages financiers, les produits dérivés, etc., qui tuent l'économie, en fait. Et l'argent, comme les politiques, les institutions n'ont pas mis de limites. Finalement, l'argent est arrivé comme ça dans les banques et sans qu'on les oblige finalement à le redistribuer aux entreprises. Et alors qu'on a des flots, donc plus de 500 milliards par an, qui arrivent
dans les banques, eh bien, les banques ne sont pas servies pour la banque traditionnelle, pour alimenter les crédits pour ses clients, pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Et en fait, elles se sont réamusées de nouveau à spéculer en bourse, à faire de l'argent facile. Et donc, on a des bulles spéculatives énormes qui se sont créées. On a des gens qui ont parié contre les monnaies. De nouveau, c'est ce qui explique les taux d'intérêt négatifs. Là, ça serait long à expliquer. De nouveau, on fera peut-être un webinaire là-dessus pour expliquer pourquoi les taux négatifs, etc. Et donc, on était juste avant le coronavirus, avec toutes ces erreurs encore, on a répété les mêmes erreurs que la crise financière de 2008, en pire. On était à l'aube d'une crise économique et financière sans précédent. Et donc, une fois de plus, on a laissé les banquiers faire n'importe quoi et au lieu d'injecter l'argent dans l'économie réelle, de financer les entreprises, de financer les particuliers dans leurs besoins, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont les plus grandes difficultés à trouver même des tout petits crédits pour des entreprises saines qui sont en pleine croissance et autres. Et elles ont toutes ces difficultés-là. Donc voilà aujourd'hui un petit peu la situation qu'on rencontre. Et donc le coronavirus a gelé entre guillemets cette crise qui devait nous arriver, mais on va avoir sans doute des problèmes à partir du déconfinement dans peu de temps. En fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'argent facile, voilà, et la spéculation. Donc, vous avez tout à fait raison, Naïla. C'est exactement ça. Alors, on a une question qu'on a reçue. Oui. Comment faire pour que les subventions puissent atteindre les particuliers? Alors, il y a déjà des subventions pour les particuliers qui existent. Par exemple, si je prends le cas de l'Espagne, vous avez, suite au coronavirus, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les ICO. Les ICO pour les entreprises, mais il y a aussi des crédits pour les particuliers, etc. Ces crédits sont contre-garantis soit par la Banque centrale d'Espagne, soit par l'Union européenne. Il y a des microcrédits pour les entreprises, etc. Vous avez en France, vous avez plein de contre-garanties qui existent pour les entreprises ou pour les particuliers. Sauf que le banquier, ça ne l'intéresse pas tellement. Même il n'y a pratiquement pas de risque puisqu'il est contre-garanti. Les entreprises, elles préfèrent prendre de l'argent et aller là où elles peuvent faire de l'argent facile. On revient à la question d'avant, finalement. Et donc, elles préfèrent, si vous avez 100 € et qu'on vous dit, si tu le mets là dans la bourse, tu vas gagner 30%, et si tu le prêtes à des particuliers ou à des entreprises, tu vas gagner 3 ou 4%, qu'est-ce que vous faites? Vous allez là où vous allez gagner énormément d'argent. Et c'est ça le fond du problème. Et comme malheureusement, aucun politique n'a le courage d'aller mettre des restrictions et mettre des règles contraignantes aux banques, eh bien, elles font n'importe quoi. Parfait. On va passer à la question suivante. Pourquoi est-il plus facile de financer pour l'import-export que pour une opération nationale? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est surprenant. Mais il existe des outils comme les lettres de crédit, comme les préfinancements export, etc., ou même à l'import, qui permettent finalement d'avoir des préfinancements. Et c'est en fait ce qui explique d'ailleurs le succès de la Chine. À un moment donné, moi je suivais, en France, il y avait une grosse industrie qui était l'industrie textile et la chaussure, où on avait vraiment des leaders mondiaux. Et puis est arrivée la Chine. Et qu'est-ce qui se passait? Les clients qui achetaient à ces grandes entreprises, ils leur disaient on vous paye, puis on vous paye à 60 jours, puis 90 jours, enfin de plus en plus tardivement. Et qu'est-ce que devait faire l'entreprise française? Elle devait acheter la matière première, elle devait payer les salaires, elle devait fabriquer, donc tout ça, ça prenait plusieurs mois. Puis après, elle expédiait et elle devait attendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois pour être payée. Donc ça faisait un cycle économique d'environ 5-6 mois avant d'être payé. Donc ça impacte votre trésorerie de manière très négative, et donc votre besoin en fonds de roulement, il augmente de plus en plus, et votre trésorerie, elle devient de plus en plus tendue.
A contrario, quand vous achetiez, que ce soit en Chine, au Maroc ou n'importe où, pour ces gens dans le textile, par exemple, ou à l'île Maurice ou autre, eh bien, il y avait des possibilités sans que vous, l'acheteur, l'importateur, vous déboursiez un seul centime, que votre prestataire, votre fournisseur, lui touche déjà des acomptes. Il pouvait aller se trouver des acomptes jusqu'à 60-80% de la somme. Il fabriquait et il était payé au moment de l'expédition ou à quelques jours où il pouvait escompter la traite. Et vous, en tant qu'importateur, vous payez très très tard. Donc c'est un système qui est excellent, sauf que ça défavorise les entreprises nationales. Et je dis toujours aux clients de Buzine Export, vous travaillez localement, forcément au niveau national ou local, vous avez des clients, mais quand vous travaillez à l'export, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, mais c'est la logique. Donc, il faut, pour une entreprise, il faut travailler énormément à l'export, je dirais, ou importer ou exporter, parce que finalement, vous avez des facilités, des outils qui n'existent pas au niveau national. Et donc, ça permet justement de pouvoir assouplir votre trésorerie, pouvoir payer beaucoup plus tard si vous êtes un importateur, ou pouvoir être payé tout de suite si vous êtes un exportateur. Et il y a deux intérêts, c'est-à-dire que vous êtes payé tout de suite, vous êtes sûr d'être payé sans retard, vous n'avez pas de risque de retard ou d'impayé, et vous êtes payé à la date voulue. Donc, vous pouvez même en plus escompter et avoir des préfinancements pour mettre en route votre fabrication. Donc, vous avez tout intérêt à aller sur les marchés étrangers aujourd'hui plutôt que de vendre localement. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. Parfait. Alors, la question suivante. J'ai besoin de trouver de nouveaux clients à l'international, mais la prospection export coûte cher et le temps de retour sur investissement est très long. Mon banquier ne veut rien entendre. Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Oui, alors il existe des aides. Alors si vous êtes français, il existe des aides, des subventions pour l'international qui sont extrêmement efficaces. Ça vous couvre à peu près 66% de vos, donc les 2 tiers de vos coûts, et c'est-à-dire de tous les coûts, que ce soit l'hôtel, l'avion, la prospection commerciale, la création d'un site web, ou en tout cas la traduction du site web, le packaging que vous devez refaire pour l'adapter au pays, enfin tout ce qui nécessite l'adaptation, les normes, etc. Donc c'est un outil vraiment magnifique avec où vous pouvez même avoir une avance de 50%, donc 33% de vos frais qui seront avancés avant même que vous les ayez faits. Donc ça, c'est un outil fantastique. Il y a quelques petites restrictions. La seule grande difficulté, c'est que ces outils, c'est un labyrinthe administratif, c'est d'une complexité phénoménale. Et donc, les PME ne l'utilisent pas. Seules les multinationales les utilisent. Et donc, les clients de Buzine Export nous contactent pour faire ça et ils sont bien contents de se décharger sur nous pour qu'on fasse à leur compte ces démarches. Et je peux vous dire que même en ayant l'habitude de les faire, c'est toujours un casse-tête chinois, mais on a l'habitude, si vous voulez, de le faire et c'est quelque chose, voilà, ce que dit Naila. On a aussi des préfinancements qui existent. Si vous avez une lettre de crédit, par exemple, ce qu'on appelle un crédit documentaire, vous pouvez obtenir 60% à 80% de préfinancement. C'est quasi automatique, quoi. Donc, vous n'avez pas… Il y a plein d'outils, dès que vous êtes dans l'international, qui vont vous aider et que les PME ignorent totalement. Ils ne savent pas comment les utiliser. Et bien souvent, d'ailleurs, quand elles s'adressent, on revient à la première question, quand elles s'adressent à leur conseiller commercial, bancaire, ou même à des directeurs d'agence, eh ben, comme le niveau de formation a énormément baissé dans les banques, ils ne savent même pas que ça existe. Parfois, ils ne savent même pas que ça existe et donc ils refusent à leurs clients alors qu'en fait, il suffit d'insister et vous avez très rapidement, vous obtenez gain de cause très rapidement. Mais il faut savoir comment le faire et où le faire.
Et donc, vous avez ceux qui sont spécialisés dans les banques sont dans les back-office qu'on appelle, donc c'est pas en agence, c'est quelque part dans des immeubles interdits au public. Et comme il y a de moins en moins de personnel, ils ont de moins en moins le temps de répondre aux clients, donc ils se sont bunkérisés, si vous voulez, et ils ne répondent plus aux clients ni quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec les clients, ils doivent produire. Et donc, ils répondent même pas aux agences ni aux conseillers commerciaux. Et donc, c'est là où il y a ce problème de communication. Et donc, chez Buzine Export, on a l'habitude de le faire. Et donc, c'est là où on sait comment vous aider et vous dire, voilà, ça existe, vous avez des solutions et n'ayez pas peur, on va vous régler ça et on vous le règle. On va passer à la question suivante. Oui. J'ai un petit... Ça arrive. Mes bilans ne sont pas très bons et le banquier ne veut pas me financer. Oui. La machine, par exemple. Comment puis-je procéder à cela? Alors, oui, mais avant, on pouvait gérer, hein, en tant que banquier, on pouvait gérer ce genre de choses. Quand on ne peut pas le faire à travers son banquier, il existe plusieurs solutions d'abord. On va pouvoir se servir de plusieurs choses. De l'état de votre stock, par exemple. Et ça, on passe déjà à du financement un peu, entre guillemets, alternatif. C'est-à-dire qu'il existe des solutions de financement qui ne sont pas les financements traditionnels, le crédit ou le leasing tel que vous connaissez. On peut se financer à partir de l'état de son stock. Si vous avez du stock, on peut se financer à partir de ça. On peut se financer à partir des commandes de vos clients. On peut se financer aussi à partir de crédits que vous allez vous faire vous-même sur votre propre machine. C'est-à-dire que la propriété, ça ne va pas être à vous, mais vous allez vous racheter finalement cette machine, c'est une forme de crédit indirect, etc. Donc, il existe énormément de solutions que, encore une fois, les PME ne connaissent pas, qui sont plutôt réservées aux multinationales parce qu'elles ont l'habitude, parce qu'elles ont le personnel pour le faire. Et les PME ne le savent pas. Donc, c'est aussi un peu la raison d'être de Buzine Export. Et là, on va accompagner les entreprises vers toutes ces solutions qui sont des solutions qui existent depuis toujours. Hein. Ce n'est pas des choses novatrices ou des choses farfelues, mais qui sont inconnues du grand public. Et donc, nous, on les utilise et on a comme ça des contacts. J'ai récemment un client qui n'arrivait pas à trouver de financement et sur son stock, on a réussi à lui obtenir 750 000 euros. Voilà, donc c'est des choses très très simples à mettre en place et que même son banquier ne savait pas. Et finalement, on est repassé par son banquier à travers un autre organisme et qui contre-garantissait le banquier. Il y a plein de solutions. Parfait. On va passer à la question suivante qui a été posée juste avant le webinaire. Alors, dans le cas dans lequel j'ai un bon contrat avec un excellent client étranger, mais dans lequel mon banquier refuse de me faire des avances ou de m'accorder des découvertes, comment est-ce que je peux procéder dans cette situation? Oui, alors souvent c'est la problématique d'un exportateur. Son banquier ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre et il est difficile aujourd'hui, de plus en plus difficile d'obtenir des acomptes auprès de ses clients. Et puis, même quand vous obtenez 15 ou 20% d'acompte, généralement, c'est plus suffisant. Et avec la crise du coronavirus et donc du confinement, beaucoup d'entreprises ont vu leur trésorerie impactée et donc ils ont des problèmes, c'est tendu, etc. Donc ils ont besoin de beaucoup plus que ces 15 ou 20% d'acompte traditionnels. Et en plus, les clients sont de plus en plus réticents à donner des acomptes. Et ça va être de pire en pire puisque vos clients vont se poser la question de savoir si vous allez survivre à la crise ou pas, et donc seront de plus en plus réticents à vous faire des avances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a les stand-by letters of credit, vous avez des crédits documentaires,
vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent d'obtenir des préfinancements. Ensuite, vous avez des subventions sur les préfinancements export qui sont plus sur des domaines un peu technologiques plutôt. Vous avez après, si vous voulez, vous avez 3 formes de financement. Vous avez le préfinancement, vous avez le financement, et puis vous avez, une fois que vous avez fait l'opération, vous allez escompter votre traite. Ça va être de la facturage, ça va être tout un tas de différentes solutions. Mais le préfinancement, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui vous permet de lancer la fabrication, surtout si vous vendez un bien. Si vous êtes dans le service, c'est un peu moins compliqué parce que les coûts sont généralement plus réduits. Mais encore que certains ont besoin d'acheter des logiciels très coûteux ou du matériel très coûteux pour lancer la création d'un nouveau service ou d'un nouveau logiciel. Mais enfin, voilà. Et donc, il existe tout un tas de solutions, tout un tas de contre-garanties. Et encore une fois, les banques sont en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'à ne plus faire leur travail, eh bien, les clients vont se détourner de plus en plus d'elles. Et c'est aussi la raison pour laquelle il existe de plus en plus de produits adaptés et qui sortent de l'environnement bancaire et qui sont de plus en plus utilisés par les entreprises. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions venant des internautes pour cette question-ci. On va passer à la suivante, qui est comment puis-je offrir à mes clients des facilités de paiement? Oui, alors aujourd'hui, ça va être quelque chose d'important. Et je dirais, c'est même une question qui devrait être complétée. C'est comment puis-je offrir à mon client des délais de paiement finalement et en même temps être sûr que je vais être payé. Parce que là, aujourd'hui, avec cette crise, il va y avoir beaucoup d'entreprises défaillantes, beaucoup d'entreprises qui vont avoir des difficultés de paiement ou de trésorerie. Et donc, j'ai cette double contrainte. Elles vont me demander de plus en plus de délais ou de facilité de paiement ou d'étalement de paiement, etc. Et de l'autre côté, moi, il faut aussi que je sois sûr, non seulement que je puisse faire ces délais et ces facilités de paiement sans que ça m'impacte sur ma trésorerie, mais en même temps, il faut que je puisse être sûr d'être payé. Donc, j'ai cette double contrainte. Et alors, face à ça, il existe tout un tas de solutions qui s'appellent le crédit fournisseur, le crédit acheteur, etc. Donc, je peux offrir des solutions de crédit à mon client via la banque. Donc, la banque me paye ou via un organisme financier, puisque les banquiers font de moins en moins leur travail, qui va finalement me payer l'ensemble de l'opération. Et puis, mon client ou moi-même, je vais rembourser cet organisme tous les mois ou selon l'étalement des paiements qui a été prévu. Donc, je suis sûr d'être payé dès le début, voire même j'ai du préfinancement dès le début. Et puis, je peux offrir ces sécurités de paiement à mon client. Et donc ça, ce sont des outils qui sont bienvenus parce que ça vous permet, là où de temps en temps ça bloque ou ça frictionne vis-à-vis de vos clients, ça vous permet d'être garanti d'être payé cash, voilà, comme le disait Naila. Mais on n'a pas eu le temps, je crois, de voir son petit PowerPoint. Voilà. Vous êtes garanti d'être payé cash alors que, voilà, par exemple, vous offrez 120 jours de délai à votre client. Ça, c'est typique. Mais vous êtes payé cash, vous n'avez pas le risque d'impayé ni le risque de retard de paiement. Et c'est d'autant plus important quand vous travaillez à l'étranger et que vous allez travailler avec des devises étrangères. Parce que vous allez vous couvrir sur le risque de change. Par exemple, vous vendez, votre client il vous paye en dollars, vous travaillez en euros. Donc, vous avez à un moment donné besoin d'être sûr de la valeur de votre dollar. Donc, vous vous couvrez en dollars dès le début de l'opération. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous obtiendrez un risque de change fixe. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous payiez à la date, le jour où ça doit se déboucler l'opération, vous devez payer vos dollars pour obtenir vos euros. Et à ce moment-là, vous avez effectivement votre risque de change qui est nul et vous êtes sûr d'être payé en temps et en heure. Et en plus, vous avez offert à votre client des facilités de paiement.
Parfait. Toujours pas de questions venant des internautes pour cette question. On va passer à la suivante, qui est dans le cas où mon client veut m'imposer un paiement de 120 jours à cause de la crise, existe-t-il une solution pour lui faire cette faveur, recevoir un paiement anticipé et surtout, je voudrais être sûr d'être payé au bout du compte. Bah, je crois qu'on vient de répondre plus ou moins à cette question. C'est pas grave aujourd'hui. Moi, j'ai même des clients aujourd'hui qui reçoivent des demandes à 180 jours, 6 mois après le document d'expédition, c'est-à-dire après la mise sur le bateau ou la mise sur le camion de la marchandise. Et donc, vous imaginez, ça fait un cycle de vente entre le temps pour fabriquer la marchandise, acheter les matières premières, etc., fabriquer, expédier, etc. Ça fait des cycles de 9 mois. On a de plus en plus ça en entreprise. Et donc, il existe ces solutions, il existe des préfinancements ou des financements contre-garantis par l'État, pratiquement dans tous les pays. Il existe tout un tas de solutions avec des organismes financiers et donc nous, on se charge justement de le faire. Et c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Ne croyez pas que c'est un épiphénomène, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. L'argent va être de plus en plus difficile à obtenir et donc si vous ne vous mettez pas dès aujourd'hui dans la capacité d'offrir des solutions et de plus en plus larges, même 120 jours, je peux vous dire qu'on va déborder très largement parce qu'il va y avoir vraiment des étranglements financiers. Et donc, à un moment donné, il faut que vous travailliez. Vous ne pouvez pas dire à votre client, moi, tu me payes cash ou tu me payes à 30 jours, sinon je te vends pas. À un moment donné, quand tous vos clients vous diront il faut que ça soit 120 jours ou 180 jours, vous serez obligé de vous adapter. Ou sinon, vous êtes obligé de fermer la porte. Voilà. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Très bien. On va passer à la question suivante. Si mes clients me payent avec des délais, puis-je moi aussi payer mes fournisseurs plus tardivement? Est-ce que ça peut avoir des conséquences ou non? Oui, alors justement, l'une des logiques financières et ce que fait Buzine Export, justement, la première des choses qu'on regarde, c'est le cycle économique de l'entreprise. C'est-à-dire, à quel moment je paye mes fournisseurs et à quel moment je suis payé par mes clients. Et c'est ce qu'on appelle le DSO, Days Sales Outstanding, c'est-à-dire le crédit client que vous avez. Cette période-là, donc là, je paye aujourd'hui mon fournisseur et je ne serai payé que là par mon client. Il faut que ces deux dates se rapprochent le plus possible, voire même idéalement que je reçoive l'argent de mon fournisseur de mon client, avant de payer mon fournisseur. Ça, c'est le système idéal, c'est-à-dire je me sers de l'argent de mon client pour payer mon fournisseur. Eh bien, il existe des solutions telles que le crédit documentaire transférable ou la lettre de crédit transférable, par exemple, qui vous permet d'utiliser ou le back-to-back, qui vous permet d'utiliser l'argent de votre client pour payer votre fournisseur ou pour garantir à votre fournisseur que vous allez le payer. Et donc, si votre fournisseur a la garantie par une banque ou un organisme financier qu'il sera payé aujourd'hui avec la sécurité de paiement, même si vous lui dites je vais te payer à 180 jours, c'est pas grave. S'il peut escompter la traite, c'est pas grave non plus. Aujourd'hui, escompter une traite avec des taux d'intérêt qui sont négatifs, enfin, bon, pour les banques, donc ça veut dire que pour les particuliers, enfin pour les entreprises, c'est de l'ordre de 1%, 2%. C'est rien, vous pouvez même lui offrir à votre fournisseur. Et comme ça vous permet de payer à 6 mois et autres. Votre fournisseur, lui, il s'en moque, il va être payé cash et il est sûr d'être payé. Donc, après, c'est entre vous et l'organisme financier, vous et la banque finalement. C'est plus entre vous et le fournisseur. Et ça vous permet d'obtenir beaucoup de crédits. Vous pouvez demander aussi de la même manière à vos fournisseurs de vous faire des crédits fournisseurs, de la même manière que vous allez faire des crédits à vos clients, de la même manière. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, pas de questions de la part des internautes. On arrive au terme des questions qui ont été posées. Si vous souhaitez éventuellement dire un mot pour conclure ce webinaire. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui,
Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir deux types d'entreprises. Celles qui vont savoir utiliser les outils financiers pour gérer leur trésorerie, pour offrir des solutions à leurs clients, et celles qui sont restées dans les systèmes traditionnels un peu obsolètes. Je vais voir mon banquier, j'obtiens un crédit, je cherche des financements par-ci, par-là, ou je gère mal mon cash, je gère mal mes crédits. Ces entreprises-là, elles vont être de plus en plus étranglées jusqu'à, pour certaines, peut-être disparaître. Et il y a celles qui vont vraiment repenser complètement, se restructurer au niveau de l'organisation, au niveau de l'organisation financière, etc. Donc en passant par une entreprise de type Buzine Export qui va vraiment les accompagner sur comment repenser complètement leurs opérations financières, tant au niveau de leurs fournisseurs qu'au niveau de leurs clients, pour pouvoir offrir de plus en plus de souplesse et de solutions financières à leurs clients, et en même temps obtenir de la part de leurs fournisseurs de plus en plus de souplesse dans leurs achats. Et donc, sans que ça affecte le fournisseur. Encore une fois, le fournisseur, lui, sera payé cash quoi qu'il arrive. Mais vous avez, grâce à ces solutions financières qui existent depuis toujours, hein, c'est pas encore une fois, mais que les gens méconnaissent, eh bien, vous pouvez payer très très tardivement vos fournisseurs. En même temps, vos fournisseurs, eux, ils seront payés cash par ces organismes. Et de la même manière, vous pouvez offrir à vos clients des délais très très tardifs, alors que vous serez payé cash et vous serez sûr d'être payé. Donc vraiment, le monde se divisera en deux, entre les entreprises qui sauront utiliser ces outils-là ou qui auront des conseils d'entreprises comme Buzine Export, et les entreprises qui n'auront pas évolué, et celles-là, elles seront complètement étranglées financièrement, parce que je vous annonce qu'on a une crise financière, monétaire et économique sans précédent qui nous attend en face de nous. Alors, comme toujours, c'est pas une raison pour faire l'autruche et dire oh là, je fais plus rien, je rentre dans ma carapace et je ne bouge plus. Non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut aller gagner de nouveaux marchés. Il faut de plus en plus s'internationaliser, puisqu'on a vu que c'était beaucoup plus favorable, il y avait beaucoup plus d'outils et de solutions à l'international. Il faut aussi que j'aille dans plein de pays différents pour un petit peu, entre les pays qui fonctionnent bien, les pays qui sont un peu en récession, etc., pour un petit peu égaliser et stabiliser mes opérations. Et il faut que je travaille sur différentes monnaies parce qu'on ne sait pas, la crise monétaire, je vous parle d'une crise monétaire, on sait pas jusqu'où elle va aller, cette crise monétaire, donc ça va affecter un certain nombre de monnaies. Et donc, il faut que je puisse comme ça un petit peu aplanir le tout et mutualiser mes risques sur différentes zones géographiques et sur différentes monnaies. Voilà, sur différents marchés. Voilà, je crois que c'est un peu la conclusion et je ne sais pas s'il y a des questions. Non, on n'a pas de questions sur cette question-là. Merci à vous, M. Mouradian, pour la clarté de vos propos et merci également à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Dans le cas où vous souhaiteriez participer au prochain webinaire qui va se tenir organisé par Buzine Export, n'hésitez pas à nous envoyer directement un mail à l'adresse contact@buzinexport.com qui est affichée en bas de votre écran. Encore une fois, merci de votre participation et si vous avez un dernier mot à rajouter, M. Mouradian, n'hésitez pas. Non, je crois que s'il n'y a pas de questions. Tout est parfait. Dans le cas où il n'y a pas de questions, c'est ici que le webinaire se termine. Merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir.